Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio Parlons Vrai, 9h30, Parle Vrai tout de suite avec notre grand débat. C'était il y a 200 jours, le Hamas attaquait Israël. Va-t-on vers un enlisement du conflit? Est-ce qu'il a changé? Opération militaire, bilan humain, risque d'escalade régionale, appel au cessez-le-feu, négociations, soutien international, répercussions en France. On fait le bilan en 3 mois. Est-ce que la donne a changé? Nos invités ce matin, Qatar Abou-Diab, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, géopolitologue, également présent, Guillaume Lagan, bonjour. Bonjour. Et merci également d'être présent avec nous ce matin sur Sud Radio, spécialiste des questions de défense et des relations internationales, professeur agrégé d'histoire et maître de conférence à Sciences Po, auteur de Questions internationales en fiche, c'est aux éditions Elif. Benjamin Netanyahou qui promet, commençons par cela, d'accentuer la pression militaire sur le Hamas. Prochaine cible, c'est Rafah, au sud de Gaza, la frontière avec l'Égypte. Israël qui indique que c'est là que se cacherait le dernier bastion du Hamas, que les otages seraient également présents. Où en est Israël dans cette guerre contre le Hamas? L'État hébreu est-il en passe de la remporter, Qatar Abou-Diab? Oui, vous avez parlé d'un risque d'enlisement. Oui, l'enlisement, il est là. Depuis le début, les objectifs israéliens étaient maximalistes. Et c'était très difficile de concilier entre la libération de tous les otages et la réduction au moins de moyens de Hamas. Et c'est comme toutes les guerres en ville, et avec ces réseaux souterrains, c'était pas si évident. On a un bilan humain désastreux. Les résultats militaires, il y a des résultats militaires, mais avec des mouvements idéologistes de cette façon, même s'ils sont bâtis en brèche, ils pensent qu'ils continuent la lutte, qu'ils effectuent des victoires. Et pour cela, la mission n'est pas évidente et c'est pas nécessaire qu'une solution militaire est la seule solution capable de régler le problème. Sans horizon politique, il n'y a pas de fin de cette guerre. Guillaume Lagan, sur le théâtre militaire, où en est-on? Est-ce qu'Israël est en passe de réussir son pari, entre guillemets? Et effectivement, il y a toute la question idéologique, au-delà de ça, qui pose problème. Alors, sur un plan purement militaire, c'est difficile d'avoir une vision claire de ce qui se passe. On a l'impression que, après plusieurs mois d'opération, le Hamas est quand même affaibli par les coups portés par Israël. La volonté donc de Netanyahou de détruire les dernières capacités, enfin ce qu'il dit est des dernières capacités qui seraient à Rafah. Il parle de 5 brigades du Hamas qui seraient dissimulées. On n'a aucune certitude là-dessus. On n'a pas de certitude, mais en même temps on n'a pas non plus d'incertitude. Il est évident que le Hamas n'est pas complètement détruit et ils sont bien quelque part dans le territoire de Gaza. Donc ça on en est sûr. Est-ce qu'ils ont abouti à un affaiblissement structurel? Franchement, c'est difficile de savoir. En revanche, ce qui est absolument certain, c'est que le bilan humain est catastrophique. Donc les opérations, mais ça c'était prévu dès le départ. Est-ce qu'on a des chiffres fiables? C'est aussi toute la question. Alors, est-ce qu'on a des chiffres fiables? Probablement pas tout à fait, parce qu'évidemment ils sont communiqués par le Hamas. Mais en même temps, quand on regarde le passé, il n'y a jamais finalement eu, enfin apparemment d'après ce que disent les observateurs, d'après ce que dit l'ONU, il n'y a jamais eu de fossé énorme entre les déclarations faites par le ministère de la Santé du Hamas et puis ce que les observateurs plus ou moins indépendants pouvaient donner. Donc le bilan humain, il est évidemment mauvais, mais on le savait dès le départ, puisque c'était l'intention même du Hamas que d'attirer Israël dans un piège de guerre urbaine, dans un piège de guérilla, etc. Le bilan international n'est pas formidable pour Israël, parce qu'on a quand même cette pression de l'ONU, des tribunaux internationaux qui parlent de génocide. Donc l'image internationale d'Israël est quand même dégradée, y compris auprès de certains de ses alliés. Et puis, on a la question de l'avenir de Gaza qui n'est pas non plus réglée. Ça, c'est ce que disait Qatar tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après les opérations militaires? Qui déterminera l'avenir de Gaza? Est-ce que ça sera l'autorité palestinienne? Est-ce que ça sera une opération internationale? Est-ce que ce sera Israël direct? Ce sera tout l'enjeu également. Voilà, il y a beaucoup de questions qui restent finalement. On n'a pas beaucoup avancé sur ce terrain-là depuis octobre. Qatar Abou-Diab, on parlait de cette question des soutiens à Israël.
des soutiens qui sont peut-être moins indéfectibles. On pense notamment aux États-Unis qui appellent au cessez-le-feu immédiat de manière répétée par la voix de Joe Biden, qui menace aussi de possibles sanctions en ce qui concerne ce qui se passe du côté de la Cisjordanie et d'un certain nombre de milices, de colons qui agissent là-bas. Est-ce qu'Israël a perdu le soutien des Américains? Est-ce qu'on peut dire cela? Non, Israël n'a pas perdu le soutien des Américains, mais c'est vrai, ce qu'il a dit notre ami, l'image d'Israël à travers le monde s'est dégradée. Si c'est une guerre d'image, cette guerre d'image a été aux dépens de l'État d'Israël. Et là, tout l'historique de la victimisation appartient maintenant aux Palestiniens. Et avec surtout le travail de certains pays de ce qu'on appelle le Sud global, comme l'Afrique du Sud, le Brésil et autres, et surtout cette histoire de tribunal international et l'accusation de génocide. Et pour cela, les Américains, surtout dans cette année électorale, Biden et son administration sont dans une situation embarrassante. Ils veulent soutenir Israël, mais ils ne veulent pas perdre les voix des musulmans aux États-Unis, les voix des gens de la gauche et une partie des partis démocrates. Et pour cela, on a l'impression qu'ils sont dans une position délicate d'équilibre. C'est vrai que la frappe iranienne contre Israël a fait revenir le soutien international, a aidé Israël, a fait sortir Netanyahou d'un isolement quelque part. Et pour cela, maintenant, les questions sont un peu enchevêtrées. Et pour cela, l'histoire d'Israël comme besoin stratégique pour l'Occident continue à se poser. Guillaume Lagan, vous partagez ce point de vue? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, parce que je crois que du coup ça nuance un peu l'idée qu'on a un échec militaire, un échec international, un échec même juridique. L'attaque iranienne, elle a quand même rappelé qu'Israël était menacé dans son existence même, parce qu'on a l'Iran qui frappe directement le territoire israélien. Et Israël, à cette occasion, a quand même reçu l'appui non seulement des États-Unis, mais de l'Angleterre, de la France, même si on l'a pas trop assumé. 2 pays arabes, également. 2 pays arabes, exactement. Et donc, ça nuance aussi, finalement. Alors, c'est vrai que l'opinion publique internationale, si ça existe, elle est, semble-t-il, majoritairement anti-israélienne. Le Sud global est anti-israélien. Mais quand on regarde dans la région, finalement, aucun État qui avait signé les accords d'Abraham en 2020 n'a suspendu ces accords. Et au contraire, on a vu des États voisins comme la Jordanie venir en aide à Israël. Ça, c'est quand même quelque chose de majeur. C'est-à-dire qu'au fond, comme l'a écrit un ancien ambassadeur israélien la semaine dernière, entre les Juifs et les Perses, les Arabes sont finalement préférés les Juifs à l'expansionnisme de l'Iran. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à noter. Au-delà, je dirais, enfin, c'est des opérations militaires de Gaza, la donne stratégique au Moyen-Orient n'est pas si défavorable à Israël que cela. Qatar Abou Diab, sur les conséquences de ces frappes également iraniennes sur Israël, on a d'une certaine manière, paradoxalement, un renforcement finalement de ces relations entre Israël et les autres pays arabes. Écoutez, de toute façon, ces relations, il y a depuis longtemps, même en pleine guerre, aux années 1970, des relations secrètes, clandestines. Mais depuis Camp David et depuis Oslo, il y a des tabous qui ont été brisés. Et c'est vrai, avec l'administration Trump et ce qu'on appelle les accords d'Abraham, d'autres tabous ont été brisés. Ça, c'est quand même très remarquable pour un observateur qui, malgré tout ce qui s'est passé en Gaza, ces liens officiels n'ont pas été secoués. Les liens populaires, c'est une autre chose. Israël vit en paix froide avec l'Égypte et avec la Jordanie depuis 1978 comme depuis 1994. Mais l'effet accompli est là, il y a une paix, mais là aussi, il y a une autre chose. Depuis, à l'époque des accords d'Abraham, Israël a été, comment dirais-je, admis comme un pays allié à l'intérieur du CENTCOM, à Qatar, les commandements central américains. D'autres pays arabes sont liés à ces CENTCOM. Donc là, c'est la liaison. La liaison, elle est américaine, occidentale. Et
Et cette liaison, lors de l'attaque iranienne, a fonctionné. Donc, si des pays arabes se montrent inquiets face à Israël, à Gaza, mais ils sont plus inquiets face à une possible ingérence iranienne dans leur affaire ou un expansionnisme iranien. C'est un équilibre très délicat. Pour cela, les Américains négocient même d'autres accords de normalisation, mais c'est lié aussi au changement en Israël. S'il n'y a pas en Israël une volonté d'accepter un État palestinien, même si cet État il n'a pas vraiment toutes les caractéristiques d'un État au début, c'est plutôt une entité. Malgré tout ça, dans la classe politique israélienne, ça n'existe pas. Et c'est ça la lacune qui empêche d'écran pas vers les normalisations entre deux pays arabes et Israël. La question de la normalisation, Guillaume Lagan, et puis il y a aussi finalement ces pressions qu'il y a eu du côté américain sur la riposte d'Israël sur l'Iran, où on était véritablement sur une riposte, on va dire, limitée. Oui. C'est pas la première fois. Hein. Si on regarde l'histoire de la région, la première fois qu'Israël a été visé par des missiles, c'était en 1990-91, quand la guerre du Koweït a eu lieu. Vous vous rappelez, Saddam Hussein avait essayé d'internationaliser le conflit, de ramener Israël sur le devant de la scène. Il avait visé Israël avec des missiles à l'époque soviétique. Et puis, à l'époque, les États-Unis avaient conseillé à Israël de ne pas riposter, pour justement ne pas transformer la libération du Koweït en un affrontement entre le monde arabe et Israël. Et puis ça avait été le préalable finalement aux négociations qui ont mené ensuite à la reconnaissance de l'autorité palestinienne, à la paix avec la Jordanie. Donc il y a eu un moment de stabilisation au Moyen-Orient. Peut-être finalement que le 7 octobre va déboucher aussi là-dessus, c'est-à-dire que paradoxalement, faut pas oublier qu'il y a quand même une différence entre l'opinion publique dont on parlait tout à l'heure et puis les États arabes proprement dit. Les États arabes proprement dit, ils ont bien sûr de la sympathie pour la population palestinienne, mais ils n'en ont pas tellement pour le Hamas. Le Hamas, c'est quand même vu... Et ils craignent ces courants. Ils craignent car c'est un courant qui a cherché à laisser planter. Oui, vous parlez des frères musulmans, en fait. C'est-à-dire, derrière, il ne faut pas oublier que derrière le Hamas, il y a les frères musulmans. Donc l'Égypte, elle est dirigée par un militaire qui a renversé les frères musulmans. Et c'est quand même assez symptomatique, d'ailleurs, de voir que le chef du Hamas... Golfe, la même chose. Voilà, et que le chef du Hamas vient d'être reçu en Turquie, par le président Erdogan, parce qu'il y a cette connivence au sein du mouvement islamiste international. Mais cette mouvance du frère musulman, elle n'est pas du tout prisée par les autres États arabes. Au contraire, elle est même persécutée aux Émirats Arabes Unis. Elle est, dans beaucoup d'États, on se méfie beaucoup des frères musulmans. Donc voilà, la réalité derrière, c'est que les États arabes finalement s'accommodent bien d'un affaiblissement du Hamas, et officiellement en tout cas ils continuent de soutenir l'autorité palestinienne. D'ailleurs elle-même, l'autorité palestinienne, c'est intéressant quand on regarde ses déclarations, elle dit bien sûr qu'elle veut que Israël protège la population palestinienne, mais en revanche elle a eu des messages très clairs vis-à-vis du Hamas en leur disant désarmez, démilitarisez-vous, et éventuellement on aura un gouvernement unifié palestinien. Donc les messages sont très clairs au sein même, si vous voulez, du monde palestinien. Il n'est pas uni, il ne faut pas le croire uni. Oui. Guillaume Lagan, Qatar Abou Diab, on reste ensemble sur Sud Radio, parlons vrai. On va parler du Qatar qui menace de se retirer, de se mettre en retrait des pourparlers en ce qui concerne un éventuel cessez-le-feu. Puis on va parler aussi de Benjamin Netanyahou, de plus en plus décrié, critiqué en Israël. À tout de suite sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 9h46. Il y a donc 200 jours, le Hamas attaquait Israël. Où en est-on du conflit? On en parle avec nos invités, Qatar Abou Diab, également présent Guillaume Lagan. J'aimerais qu'on se concentre sur d'autres aspects de ce conflit, notamment le Qatar, qui menace de quitter les pourparlers. On sait tout passe par le Qatar dans ces discussions, négociations entre le Hamas et Israël. Qatar Abou Diab, est-ce que cette menace, elle est à prendre au sérieux, et avec quelles conséquences possibles derrière? Oui, on va la prendre au sérieux, car enfin, c'est pas seulement le Qatar qui a joué un rôle, l'Égypte aussi, du fait de la proximité géographique et même, à mon avis, des connaissances des services égyptiens de ce mouvement de Hamas. Mais le Qatar, le fait qu'il accueille donc les dirigeants de Hamas, que les Américains ont confié ce rôle.
à Qatar depuis longtemps. Et on se rappelle, avec les talibans, c'était la même chose autour de l'Afghanistan. Donc le Qatar, c'est un pays paradoxal. Il accueille la plus grande base américaine dans la zone et en même temps, il accueille tous les islamistes de tous les bords. Et en plus de tout ça, les Qatar mènent une guerre contre Israël. S'il y a une guerre des médias, c'est la guerre menée par les Qatar. C'est-à-dire Al Jazeera, à partir de Qatar, c'est le moyen d'information le plus efficace qui soutient Hamas. Guillaume Lagan, et pour cela, Qatar, c'est un ensemble de contradictions. Et pour cela, aux États-Unis, il y a beaucoup de voix qui demandent de punir Qatar. Et pour cela, Qatar, face à ces voix qui demandent des sanctions contre le Qatar, il dit, voilà, nous, on ne peut pas, on se retire. Voilà. Et pour cela, M. Haniyeh, le chef politique de Hamas, il s'est déplacé en Turquie, car c'est l'autre allié caché, M. Erdogan, qui cette fois était très calme, car il y avait une compétition géopolitique avec l'Iran. L'Iran, c'est le véritable chef d'orchestre qui soutient le mouvement Hamas militairement. Et pour cela, donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et qui dit, car tout le monde parle que Netanyahou complique les négociations, même à l'intérieur d'Israël. Les gens disent, As-Noir ou Hamas, c'est pas un point de vue homogène qui complique les négociations. Il y a des otages morts aussi, il ne faut pas oublier. On ne sait pas le nombre d'otages restants. Et il y a aussi, quand même, il ne faut pas oublier. Oui, beaucoup d'otages qui sont peut-être morts. Qu'est-ce qu'il cherche, l'Iran? Là, aujourd'hui, ce matin, Monsieur Grossi, le directeur de l'agence internationale, il dit, atomique, il dit que l'Iran a besoin simplement quelques semaines et pas quelques mois pour pouvoir confectionner une bombe nucléaire. Il aura l'uranium. Donc, l'Iran, qu'est-ce qu'il cherche de tout ça? Cherche avant tout de devenir une force nucléaire, de s'imposer dans la zone comme première force régionale. Et en deuxième lieu, il cherche à maintenir les liens avec les États-Unis, à ne pas couper les liens avec les États-Unis. Et pour cela, ce sont les Américains qui ont quand même fait la mise en scène de cette histoire de la riposte iranienne et de la riposte israélienne. Et tout était quand même calibré pour qu'une guerre régionale ne s'éclate pas au moment des élections aux États-Unis. Et donc cet équilibre est si fragile, et Qatar maintenant vient de menacer, car il sait bien que cet équilibre est si fragile, il vient de menacer, si vous faites une pression sur moi, moi je laisse tomber. Voilà. Guillaume Lagan, les résumés. Guillaume Lagan, on joue clairement avec le feu là sur... On joue clairement avec le feu, oui et non. Si on laisse passer les élections américaines et après... Écoutez, il y a deux manières de voir la situation au Moyen-Orient. Soit effectivement c'est un baril de poudre sur lequel tout le monde danse, soit finalement c'est un ensemble de crises qui reste quand même maîtrisées. Et l'impression qu'on a, c'est que la maîtrise de ces crises, elle reste réelle dans la mesure où les acteurs continuent de se parler de manière au moins indirecte. Effectivement... La frappe israélienne, parce que si on reparle du déroulement, il y a eu la frappe israélienne en Syrie sur le consulat iranien. Oui. Bon, alors cette frappe était-elle autorisée ou pas par les Américains? C'est douteux. En tout cas, elle a quand même de fait affaibli l'Iran parce qu'elle a tué de hauts gradés iraniens. Alors à partir de là, l'Iran a considéré qu'elle devait répliquer. Et finalement, quand elle a répliqué, elle a utilisé, on le sait, des matériels qui sont un peu de second rang, des matériels un peu vétustes. Et Israël, et ça je pense que c'est quand même assez vrai, a intercepté 99% de ces peut-être un peu moins, mais en tout cas, l'immense majorité a été interceptée. Donc c'est quand même la preuve que Israël maîtrisait sa sécurité et envoyait à l'Iran un message de dissuasion assez fort. Maintenant, elle ne pouvait pas non plus laisser cette attaque impunie, donc elle a répliqué avec l'attaque sur Ispahan, et là aussi l'impression générale est que du complexe militaire. Voilà, mais alors elle a montré du coup à l'Iran qu'elle pouvait frapper le cœur de son territoire, mais en même temps les destructions ne semblent pas si importantes que cela. Donc en fait tout se passe comme si chaque adversaire avait voulu envoyer un signe à l'autre. Et le tout alors sans dire que les États-Unis tirent toutes les ficelles, on a quand même l'impression qu'ils ont d'un côté un peu modéré Israël, et de l'autre, qu'ils ont quand même accepté la manière dont l'Iran a répliqué. Voilà. Donc, et pourquoi? Parce qu'effectivement, les Américains, il faut rappeler que
le Moyen-Orient, pour les Américains, n'est qu'une petite partie de leurs problèmes. C'est un territoire assez éloigné des États-Unis, dont ils sont en plus, il faut le rappeler, de moins en moins dépendants, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est un exportateur net de pétrole. Ils importent plus comme autrefois le pétrole grâce au pétrole de schiste. Donc, le Moyen-Orient, c'est un problème régional pour eux. Ils veulent le garder sous contrôle. Pourquoi ? Parce que leur priorité, c'est la Chine. L'éventualité d'une confrontation avec Pékin, elle est numéro 1 sur la liste des problèmes américains. Et là, on parle d'une situation où c'est beaucoup plus important pour eux. Ensuite, numéro 2, il y a quand même la Russie, il y a quand même l'Ukraine, la situation en Europe. Il y a aussi les expériences de l'Irak et de l'Afghanistan qui ne sont pas encourageantes. Bien sûr, oui, mais disons que les Américains aujourd'hui ne sont pas dans la situation... Enfin, effectivement, vous avez raison, on n'est pas du tout dans la situation d'esprit où on était il y a 20 ans, avec l'idée, par exemple, qu'une intervention en Iran pourrait, par un changement de régime, résoudre tous les problèmes. C'est ça le grand problème. Ils n'ont jamais enlevé. Ils n'ont jamais pensé ou réfléchi au changement d'un régime en Iran. Ils ont toujours parlé d'un changement de conduite de l'Iran. Ils ont joué avec l'Iran, c'est un long feuilleton. Oui, mais ils ont joué avec l'Iran. Ils ont quand même jamais enlevé de leur... Enfin, ils n'ont jamais dit qu'ils n'appelleraient pas un changement de régime. Alors ça crée une ambiguïté quand même vis-à-vis de l'Iran. J'aimerais qu'on termine quand même rapidement un mot, c'est important, sur Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, menacé d'un possible mandat d'arrêt international, critiqué par une partie de la population de son pays. Jusqu'à quand peut-il tenir, Qatar Abou Diab ? Écoutez, hier, il y avait le premier signal d'alarme avec la démission du chef de renseignement militaire. Oui. C'est normal, il dit qu'il assume l'échec du 7 octobre, mais c'est pas lui seul. À mon avis, dans les cas où il y aura les comptes pour le 7 octobre, Netanyahou lui-même, il paye le prix comme le chef d'état-major. Oui. Mais ça, à mon avis, pour cela, Netanyahou aussi prolonge la guerre pour lier ça à sa survie politique. Mais je pense pas... C'est une question personnelle. C'est un grand cynisme, quoi. Il y a quand même une question de l'avenir. Pour les Israéliens, ils ont l'impression, avec tout ce qui se passe, le 7 octobre et l'attaque iranienne, qu'ils sont devant un défi existentiel. Oui. Et pour cela, à mon avis, cette guerre va s'enliser. Guillaume Lagan, cette guerre va s'enliser, c'est-à-dire que démission ou pas de Benjamin Netanyahou, ça va de toute façon, changer. La situation régionale, la présence des Palestiniens aux frontières d'Israël et puis l'existence de l'Iran, que Netanyahou soit au pouvoir ou pas, ça restera. Maintenant, sur la question de l'avenir de Netanyahou, c'est vrai que depuis hier, on peut s'interroger, on peut se dire sa responsabilité sur le 7 octobre, elle est de plus en plus visé par le public israélien. Il est pas très populaire en Israël. Et en même temps, il a quand même dit qu'il ferait la lumière après que les opérations militaires soient terminées. Alors ces opérations militaires, on l'a vu, elles sont loin d'être terminées. Puis l'attaque de l'Iran relance quand même beaucoup la crise. Alors moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est que attention, ça fait quand même longtemps qu'on dit que Netanyahou va disparaître. Il est toujours là. Oui. Et quand on dit les Israéliens, attention aussi, il n'y a pas les Israéliens, ils sont très divisés, c'est une démocratie. Et beaucoup d'entre eux continuent de soutenir Netanyahou, soit directement, soit comme à l'extrême droite, parce que finalement, lui, au pouvoir, ils peuvent continuer une politique de colonisation, une politique de protection des orthodoxes. Et pour une partie significative de l'opinion israélienne, c'est important. Guillaume Lagan, pour conclure, Qatar Abou Diab disait on est en train de s'orienter très clairement vers un enlisement du conflit. Vous partagez ce point de vue ou pas ? Non, je ne sais pas. Je pense que le conflit va continuer aussi longtemps qu'Israël percevra une menace sécuritaire. Je ne sais pas si on peut parler d'enlisement. Moi, c'est plutôt une extension possible que je vois. C'est-à-dire que une fois que les Israéliens auront considéré que le problème du Hamas est réglé, personnellement, je pense qu'ils voudront régler le problème du Hezbollah. Parce qu'ils considéreront que le Hezbollah peut commettre un nouveau 7 octobre, avec en plus des capacités militaires qui sont bien supérieures à celles du Hamas. Et du coup, moi, je vois plutôt une extension du conflit sur un autre théâtre qui est le Liban, plutôt qu'un enlisement. Guillaume Lagan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, spécialiste des questions de défense et de relations internationales, professeur agrégé, je rappelle, d'histoire, maître de conférence à Sciences Po, et puis votre ouvrage, l'un de vos ouvrages, Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Merci également à vous, Qatar Abou Diab, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Politologue. Sud Radio, il est 9h57. Dans un instant, vous retrouvez Valérie Expert et Gilles Ganzmann, Sud Radio Média. Leur invité ce matin, Marie-Sophie Lacaro. Très belle journée avec Sud Radio.
Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.